Un pousseur de péniche heurte un gazoduc sur la Moselle, 5 morts, 2 disparus, 24 intoxiqués. Le père de Julio Iglesias, libéré en Espagne, les ravisseurs arrêtés étaient membres de l'ETA. La décision du Conseil constitutionnel sur les nationalisations, elle risque de coûter cher au pays, dit le socialiste Pierre Jox. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Autre titre politique de la journée, bien sûr, les 4 élections législatives partielles qui se déroulent en Seine-et-Marne, dans la Marne et à Paris. Le scrutin il vient de se clore, il y a 40 secondes à Paris, donc trop tôt pour en avoir les résultats, mais peut-être davantage de détails à 40 km de là, à Provins. C'était le match Perfit-Fromion, c'est-à-dire RPR contre PS. Alors, déjà des indications, Serge Misret? Eh bien écoutez, j'ai un résultat qui concerne 137 communes sur 147, et ce résultat comprend les villes de Provins et de Montereau. Il y a donc, c'est-à-dire 91% des inscrits. Alain Perfit, RPR, est en tête avec 55,17% des suffrages, suit Marc Fromion, PS, 50,54%, Maurice Batté, Union républicaine et gaulliste, 0,63%, Jean-François Jalc, Front National, 0,88%, Robert Logier, écologiste, 1,78%. Cela dit, une première constatation, les petits candidats ont été assez largement boudés pour l'électorat, et pour cet électorat, il s'agissait donc bien d'un duel entre l'opposition et la majorité. Serge, ça vous paraît un échantillon pour l'instant significatif? Eh bien écoutez, relativement significatif, nous attendons encore d'autres résultats, mais enfin, pour l'instant, tenons-nous à ces chiffres, si vous le voulez bien. On vous rappelle donc en fin de journal, pour l'instant, selon vous, donc, Alain Perfit est en tête dans cette élection. Un petit tour dans la capitale avant de repartir en province. Là, il y a 2 élections dans le centre de Paris et dans le 12e. Les matchs d'Abzi-Dominati et Bénouville contre Farangis. Bernard Pradino à l'hôtel de ville. Alors Patrick, ce qui compte, c'est le pourcentage des abstentionnistes dans cette élection à Paris, puisqu'il y avait un très petit écart au mois de juin. Alors à 19h, j'ai des chiffres pour 19h seulement. Dans la 2e circonscription, d'ailleurs où il y a le duel Pierre Dabezy-Jacques Dominati, il y avait 47,3% de participation, alors qu'en juin dernier, à la même heure, il y avait eu 57% de participation. C'est-à-dire qu'il y a un très gros pourcentage d'abstentionnistes. Dans la 12e, celle qui oppose Pierre de Bénouville, député sortant, à Stélio Farangis, candidat socialiste, à 19h toujours, 57% de participation, alors qu'en juin dernier, à la même heure, il y avait eu 63% de participation. Là encore, beaucoup d'abstentionnistes. Alors j'ajoute simplement que ces 2 duels représentent les 2 plus petits écarts pour les élections législatives du mois de juin. Dabzi-Dominati, 57 voix d'écart en juin, et Bénouville-Farangis, 48 voix d'écart. Alors j'espère pouvoir vous en dire plus un peu plus tard dans le journal, Patrick. D'accord. Alors, 4e partiel de la journée, cela se passait à Chalon-sur-Marne. La sortante socialiste Annette Chépi-Léger était opposée au RP à Bruno Bourbrock. C'est Jean-Louis Le Seine qui est notre correspondant pour la journée dans la Marne. Jean-Louis? Pas de détails pour l'instant de Chalon-sur-Marne. Jean-Louis Le Seine n'est pas en ligne. Et pourtant, le scrutin s'est terminé à 18h. Donc je pense que là, nous devrions avoir des résultats, ou en tout cas des détails significatifs en courant de ce journal. De toute façon, d'autres détails à 20h30 et dans un flash spécial à 21h30. J'essaie une dernière fois la liaison avec Chalon-sur-Marne. Jean-Louis? Oui, Patrick, ici, dans la Marne, plus d'un électeur sur 3 ne s'est pas déplacé aujourd'hui. Le chiffre qui vient de nous être communiqué ici à la préfecture de Chalon-sur-Marne donne une abstention de 39%, moins 10% par rapport à la participation au premier tour du mois de juin dernier. Alors pour le moment, nous n'avons que les résultats fragmentaires, 133 communes sur 202 que comporte la circonscription, des résultats qui tendent à prouver que le candidat RPR, Bruno Bourbrock, a moins été atteint par la vague abstentionniste que Annette Chépi-Léger, le député socialiste invalidé, et Benjamin de l'Assemblée nationale. M. Bourbrock obtiendrait en effet 55% des suffrages exprimés, Mme Chépi-Léger 40% seulement. Mais je vous le rappelle, ce ne sont que des résultats partiels qui nous arrivent de petites communes rurales, généralement plus favorables à l'opposition. Pour avoir une idée d'ensemble, il faudra encore attendre, notamment les résultats des grands centres, Vitry-le-François, Sainte-Menehould et Chalon-Même. Voilà, je vous interromps parce que la liaison n'est pas très bonne. Je retiens donc de l'essentiel de nos correspondances avec nos différents envoyés spéciaux que pour l'instant, le RPR, c'est-à-dire aussi bien Bruno Bourbrock qu'Alain Perfit, serait en tête en province. Pas de détails, vous l'avez entendu, à Paris. 2e pôle d'intérêt pour tous les observateurs politiques, la décision du Conseil constitutionnel à propos des nationalisations. Vous étiez les premiers à la prendre hier soir. Le Conseil ne remettait pas en cause le principe de l'extension du service public, mais empêchait la promulgation de la loi. 3 articles étant à ses yeux fautifs.
Les 9 sages estimant notamment que la procédure d'indemnisation des actionnaires des sociétés touchées n'était pas constitutionnelle. Alors avant d'écouter les réactions des uns et des autres, un bref rappel de ce qu'est cette institution. Des hommes donc et un conseil. Jean-Michel Mercurol. Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont désignés pour 9 ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. 3 sont nommés par le président de la République, ainsi Roger Frey, 68 ans, président du Conseil constitutionnel, désigné par Georges Pompidou, André Ségala, 71 ans, par Valéry Giscard d'Estaing, et Georges Vedel, 71 ans, également désigné par Valéry Giscard d'Estaing. 3 membres sont nommés par le président du Sénat, Gaston Menerville, 85 ans, Louis Gros, 79 ans, et Robert Lecour, 73 ans, tous 3 désignés par Alain Poher. 3 membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, René Brouillet, 72 ans, Achille Peretti, 70 ans, tous 2 désignés par Edgar Faure, Louis Joxe, enfin, 80 ans, nommé par Jacques Chaban-Delmas. 3 conseillers constitutionnels devront être renouvelés en 83. Roger Frey, l'actuel président de ce conseil, Gaston Menerville et René Brouillet. Le président de la République et chaque président d'Assemblée devront leur trouver un remplaçant, ce qui amènera au moins 2 personnalités nommées par la nouvelle majorité au Conseil constitutionnel dès l'année prochaine. Alors évidemment, dès qu'on a appris la décision, on a travaillé ferme au gouvernement, en premier lieu dans le cabinet du secrétaire d'État responsable, Jean Le Garec. Les ministres veulent faire vite pour limiter le retard. Dès demain, autour du premier d'entre eux, Pierre Mauroy, un conseil interministériel. Seconde réunion dans l'après-midi. Le soir, réunion du groupe parlementaire socialiste. Il faut en effet s'attendre à l'Assemblée à une nouvelle session extraordinaire dès le début du mois prochain. Le tout pour éviter donc un retard qui de toute façon ne peut être inférieur à 4 ou 5 semaines. C'est le sens de la première réaction du chef de file des députés socialistes, Pierre Joxe. Ce retard, dit-il... La décision du Conseil constitutionnel risque de coûter cher au pays, car en remettant en cause un mode d'indemnisation qui avait été calculé très largement, en particulier pour protéger les petits actionnaires, c'est en vérité aussi la remise en cause du coût des nationalisations pour le pays et donc pour les contribuables. Mais alors, qui commande dans ce pays finalement? Les parlementaires ou le Conseil constitutionnel, un organisme qui normalement est là pour seulement surveiller l'aspect constitutionnel des choses, pas pour faire des notes, des factures? C'est le peuple qui commande. Pour ce qui concerne les députés socialistes, lundi soir, ils vont examiner la situation et l'avis du Conseil constitutionnel qui demande un examen juridique et politique. À propos de politique, justement, le Conseil constitutionnel se comporte un peu comme un parti d'opposition. Il vous met les bâtons dans les roues. Le Conseil constitutionnel a des pouvoirs reconnus par la Constitution. Il va falloir examiner de près s'il utilise ces pouvoirs dans l'esprit de la Constitution ou, comme vous le suggérez, dans un esprit politique. Cela mérite un bon débat. Bien évidemment, dans l'opposition, on souligne le bien fondé du combat mené au Parlement à l'automne contre les nationalisations. L'UDF et le RPR se déclarent satisfaits. Pour le président du groupe UDF, Jean-Claude Gaudin, le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, vient de renvoyer le professeur Mauroy refaire sa copie. Pas étonnant, répond en gros l'Humanité dimanche, derrière l'apparence juridique de la décision, le jugement est politique. Alors, ce Conseil constitutionnel va-t-il faire les frais de cette décision? C'est l'action que je vous pose, Noël Copin. Eh bien oui, j'ai posé tout à l'heure au Club de la Presse d'Europe 1 la question à Jacques Attali, le conseiller du président de la République, en lui demandant s'il voyait peut-être éventuellement un changement dans les institutions. Et il m'a tout simplement répondu que le président de la République et le gouvernement avaient d'autres choses à faire actuellement, les problèmes économiques et sociaux, la poursuite des réformes. Une petite parenthèse pour signaler que pour lui, il n'y a pas de pause possible dans les réformes. La mise en place, la réalisation d'un projet de société et que tout cela prendra du temps, qu'il n'est pas question donc de réforme constitutionnelle pour l'instant. Pas de représailles dans l'immédiat. Pas de représailles, donc je ne crois pas d'ailleurs qu'il puisse s'agir de représailles. Essayons, si vous voulez, quand même de faire rapidement un peu le tour de la question. Je crois qu'il y a un premier point qui est acquis, c'est qu'il y a une sorte d'accord sur l'idée qu'il doit y avoir une instance, une juridiction suprême qui soit capable de trancher dans certains cas. Le raisonnement est le suivant, il y a une constitution qui est au-dessus des lois, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire si les lois sont conformes à cette constitution, et puis il s'agit aussi de
protéger éventuellement les citoyens contre certains abus de pouvoir. Mais les socialistes avaient avancé l'idée de Cour suprême. Oui, alors justement, c'est une des questions qui peut se poser, de savoir si, à l'avenir, les socialistes ne vont pas ressortir ce projet. Et puis, on rappelle aussi une déclaration de François Mitterrand qui date d'il y a quelques années, c'était en juin 78, donc un peu après les élections législatives du printemps 78. François Mitterrand qui critiquait beaucoup la composition du Conseil constitutionnel, qu'il considérait comme une sorte de cénacle avec une nomination homme par homme qui était faite par le Gotha de la majorité. Mais je ne pense pas pour autant, si vous voulez, qu'on en soit actuellement à cette remise en cause profonde. Ce qui est certainement critiqué, qui est critiqué d'ailleurs depuis longtemps, c'est la composition même de cette instance, et c'est le fait en particulier donc, que tous les membres de cette instance sont nommés par le pouvoir, le président de la République, comme on l'a vu tout à l'heure, ou les présidents des assemblées. Alors cela fait courir deux risques, enfin deux situations possibles. La première situation, c'est celle que l'on a connue dans un passé récent, c'est que l'ensemble du Conseil était en gros du côté de la majorité et du côté du pouvoir, mais il faut noter quand même qu'il est arrivé souvent, ou en tout cas plusieurs fois, que l'opposition reconnaisse elle-même l'indépendance du Conseil constitutionnel, en particulier lorsqu'il s'agissait de la défense des libertés des citoyens. Et puis le deuxième risque, c'est la situation que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire une situation qui éventuellement pourrait aller jusqu'à un blocage, parce que le renouvellement est très lent. On peut avoir donc un Conseil constitutionnel qui soit d'une couleur politique opposée à celle du pouvoir. Bon, mais sur le fond, la décision d'hier soir, les socialistes n'affectent pas d'être trop déçus. Les socialistes, justement, on ne pense pas qu'il y ait pour l'instant ce blocage, parce que les socialistes, au contraire, se réjouissent plutôt de cette décision, au moins dans leurs déclarations officielles, pour souligner son côté positif, le fait que les désirs de l'opposition ont été rejetés, que le principe des nationalisations et l'étendue du programme des nationalisations a été maintenu. Les communistes, en revanche, par la voix de Philippe Herzog, là je le vois à l'instant, estiment que le Conseil constitutionnel a outrepassé son rôle et a fait un choix politique. Une autre réaction, celle d'Yvon Gattaz, tout à l'heure, à l'émission RTL Le Monde, qui estimait que, évidemment, là aussi, le retard allait coûter cher et que c'était dommage parce que le patronat et les entreprises, surtout, en auraient eu bien besoin de cet argent supplémentaire qui va être gâché dans l'occasion. Deux autres conséquences à cette décision, la nomination des PDG des entreprises nationalisables est bien sûr repoussée, et puis la cotation en bourse de ces sociétés est suspendue à partir de demain. 5 morts. 2 disparus, c'est le bilan d'un accident cette nuit sur la Moselle. Un convoi de péniches venait de heurter un pilier de soutènement d'un gazoduc près de Richemont. Et pendant les premières heures de la matinée, plusieurs milliers de Lorrains ont été en danger. Un nuage d'oxyde de carbone, un gaz mortel, les menaçait. L'épais brouillard maintenant ce nuage au-dessus de la Moselle. Le reportage de nos envoyés spéciaux François Cornet et Pascal Stelesta. Le brouillard et le haut niveau des eaux de la Moselle sont vraisemblablement à l'origine de cet accident. Il était 22h30 hier soir, le MES, un pousseur de péniche de la compagnie française de navigation rhénane, descendait la Moselle en direction de Thionville, à l'arrière de 2 barges chargées de terre inerte de hauts fourneaux. Erreur de navigation, courant trop fort, l'avant de la première barge heurte 2 des piles de soutien du gazoduc enjambant la Moselle et qui relie les hauts fourneaux de la sidérurgie lorraine à la centrale de Richemont. Sous l'effet du choc, les conduits s'affaissent et se fissurent. L'alerte est donnée par le commandant du pousseur depuis le bord du MES, mais à terre, on ne mesure pas l'importance de la collision. On ne semble pas imaginer que le gazoduc a cédé. Gendarmes, CRS et pompiers arrivent sur les lieux. 25 sont victimes d'un début d'asphyxie, car le gaz s'échappe. Il forme un nuage toxique qui, à l'arrivée des secours, a déjà tué les marins du pousseur. L'équipage, au lieu de fuir les lieux après l'accident, a détaché le MES de l'arrière du convoi. Il est remonté jusqu'au gazoduc et là, 2 d'entre eux sont morts asphyxiés aux commandes. Les 5 autres se sont jetés dans l'eau glacée. 3 corps seulement ont été repêchés à cette heure-ci. Cet accident spectaculaire a failli provoquer une véritable catastrophe, car à quelques centaines de mètres seulement du gazoduc, les 300 habitants du village de Basse-Guénange dormaient paisiblement, ignorant tout de ce qui se passait sur le fleuve. Il faut savoir que dans le gazoduc, d'1,50 m de diamètre, le gaz dit de haut fourneau, et qui est un mélange d'oxyde de carbone, d'azote et de gaz carbonique, circule au rythme de 200 000 m3 à l'heure. J'ai entendu du bruit, j'ai entendu crier, des bruits de panique et puis que c'était la conduite de gaz, ça, je ne pensais pas ça, pas du tout. Hein. Premièrement, je voyais que le pousseur, je n'ai pas vu les barges. Hein. J'ai vu les barges que sur le matin, moi, il était 8h30. Hein.
Après avoir été évacués, les habitants de Basse-Guénange ont regagné leur maison. Tout danger est écarté, mais aujourd'hui, le village se pose des questions. Ce n'est pas la première fois, disent-ils, que des barges percutent les piles, mais jusqu'à présent, le gazoduc avait tenu. Et le vent il pousse les barges, que le pousseur n'arrive plus à les diriger. Hein. Alors ça arrive qu'il cogne les piles, soit en montant, soit en descendant. Hein. Mais si grave que ça, on pensait quand même pas. Hein. Il y a souvent des bateaux qui touchaient le pilier du pont? Mais ils sont déjà venus que les bateaux viennent dans le milieu et puis que... Qui touchent le pilier du pont? Oui. Ce n'est pas la première fois que ça arrive? Non. Mais cette fois c'est grave et l'enquête devra déterminer qui est responsable dans cette affaire. Bien. Au téléphone à l'instant, Serge Miseret m'apprend qu'à Provins, Alain Peyrefitte, l'ancien ministre RPR, a été élu. Vous savez qu'il avait perdu son siège en juin dernier. Il avait été battu par le socialiste Marc Fromion, qui donc aujourd'hui a été battu à son tour. Alain Peyrefitte, donc premier élu de ces 4 législatives partielles. Julio Iglesias a pleuré ce matin, pleurait de joie. Son père venait d'être libéré dans un petit village espagnol de la province de Saragosse. Ces 4 ravisseurs étaient arrêtés dans le même instant. Il s'agissait d'une action des autonomistes basques de l'ETA politico-militaire. Jean-Claude Darigo. C'est dans ce village à 150 km de Saragosse qu'était séquestré depuis 19 jours le père du chanteur Julio Iglesias. Il est 3 heures ce matin, les forces de police entourent la maison où ils savent que se trouve le docteur Iglesias. Une charge de dynamite fait sauter la porte et c'est la ruée vers les étages. Les ravisseurs sont maîtrisés, un couple et 2 jeunes gens appartenant, selon le ministre de l'Intérieur espagnol, à l'organisation autonomiste basque ETA politico-militaire. La maison étant également une cachette où se trouvaient dissimulées armes et munitions, l'enlèvement du père de Julio Iglesias, s'il demeure essentiellement crapuleux, semble avoir donc des incidences politiques qui intéresseront les enquêteurs. Il constituerait une première rupture de la trêve annoncée par l'ETA politico-militaire après le putsch manqué du 23 février dernier. À Madrid, c'est la satisfaction. L'opération libération du docteur Iglesias a été effectuée avec succès avant que ne soit payée la rançon, 2 millions de dollars, que la famille désespérée était résolue à verser. Autre libération d'un tout autre genre, et celle-là malheureusement est loin d'être confirmée, il s'agit de celle de Lech Walesa. C'est l'ambassadeur de Pologne à Londres, donc en principe une voix autorisée, qui a annoncé cette prochaine libération. J'ai eu de bonnes nouvelles pour lui, c'est pour très bientôt, a-t-il dit. Attendre. Pour leur solidarité a appelé à la dénonciation publique les collaborateurs qui ont donné leur appui à la junte militaire. Et puis pour la première fois là-bas, depuis l'instauration de l'état de siège, la messe dominicale a été retransmise à la radio. Italie, ce sont les révélations stupéfiantes qui font la une des journaux du dimanche, des révélations qui font suite à la capture du chef de la colonne romaine des Brigades Rouges. On a découvert en effet un document terrible qui prévoyait une attaque des Brigades Rouges contre le siège de la démocratie chrétienne, un document qui prévoyait la mort également d'au moins 80 personnes pendant cette attaque. Victor Bramant nous en dira plus dans le journal d'Hervé Claude à 23h15. Grande-Bretagne, poursuite de la grève des chemins de fer. Aujourd'hui, quelques 25 000 conducteurs de train étaient aujourd'hui en grève, paralysant totalement le pays. Et puis une réunion près de Paris des ministres des Finances des pays les plus riches du monde, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne de l'Ouest et Japon. On y a parlé questions monétaires et taux d'intérêt, mais pas plus de détails ce soir. Enfin, demain, début des opérations de vote au Parlement européen de Strasbourg. Il s'agit en effet de pourvoir au remplacement de Simone Veil, dont le mandat de 2 ans et demi arrive à expiration. Betty Duro analyse les chances des principaux candidats. Qui succédera à Simone Veil au perchoir européen? 3 personnalités sont dans la course. Le démocrate chrétien allemand Egon Klepsch, chef du puissant Parti populaire européen. Le britannique James Scott Hopkins, président du Parti conservateur. Et le socialiste néerlandais Piet Donker, vice-président du Parlement. C'est le Benjamin, cet Hollandais de 48 ans, à la désinvolture de bonne aloi. Socialiste depuis toujours, il est élu au Parlement néerlandais en 68, arrive à Strasbourg il y a 5 ans, il croit très fort en ses chances. Je les évalue assez bonnes en ce moment, parce que le désaccord règne sur la droite, et parce qu'on me voit surtout comme un candidat qui est un leader effectif de ce Parlement. Je crois que j'ai de très bonnes chances. Son programme. Je crois qu'il est essentiel que le Parlement européen survit
aux élections de 84. Il est donc essentiel de créer les conditions, de changer les méthodes de travail afin d'assurer que le contact avec l'électorat, qui est un contact difficile en ce moment, s'établisse bien avant 84. James Scott Hopkins, 61 ans, beaucoup d'allure, élu sans désemparer à Westminster depuis 1959, l'aristocrate anglais élevé au titre de chevalier par Sa Majesté la Reine, siège au Parlement européen depuis 9 ans. C'est incontestablement le candidat le plus optimiste. On ne peut pas être sûr, mais je crois bien que je peux gagner au 4e tour. Optimisme relevant de l'humour anglais, car il n'a aucune chance d'être présent au dernier tour. Des bruits courent, son propre parti s'associerait à un accord pour l'élection d'Egon Klepsch, l'Allemand, rond et convaincant, à la cinquantaine joviale, membre du Bundestag en 65. Il est arrivé il y a un peu moins de 10 ans au Parlement européen. Sûr de son fait, c'est ce qu'il nous explique, il fait figure de favori. Son programme, renforcer le rôle politique du Parlement dans ses relations avec les autres institutions de la communauté. Comme on le voit, les jeux sont loin d'être faits. L'arithmétique des voix dans un Parlement où la droite est majoritaire plébisciterait plutôt l'allemand. Mais la droite, comme le disait Danker, est divisée. Une légère chance pour le socialiste, à moins que l'Assemblée ne parvienne à se mettre d'accord. Le recours, Simone Veil, en tout cas à Strasbourg, c'est le nom le plus souvent cité, comme celui permettant de faire l'unanimité des suffrages. Oui, ajoutez à cela que le radical italien Marco Pannella a lui aussi déposé sa candidature sans illusion apparente sur ses chances, et puis que le français Robert Chaberron serait le candidat du groupe communiste au Parlement européen. Aux confins maintenant de la politique et de la peinture, le sujet que nous propose Denise Boer. À vrai dire, le talent du peintre qui va exposer dans 8 jours à Paris justifie déjà très largement le reportage, mais sa personnalité aussi. Il s'agit en effet de la propre sœur du président de la République, Marie-Joseph Mitterrand, que vous n'avez jamais vue à la télévision et qui a accepté de rompre le silence pour Denise Boer et Jacques Delarue. Je voulais te demander là, comment tu traduirais bagage pour des routards? Bags? Non. Non, mais bagage. Entourée de ses petites filles, elle vit dans une grande maison qu'elle a achetée sur un coup de cœur, qu'elle a reconstruite elle-même, pierre par pierre. L'architecture la passionne. Enfant, elle manifeste déjà des dons. Sa mère lui fait apprendre le dessin chez un professeur élève de Vuillard. Elle y travaille le pastel. Il deviendra son moyen d'expression favori. Puis la guerre bouleverse sa vie. Et pour élever sa fille, elle devient productrice et scénariste à la RTF. Elle y restera 16 ans. La radio la passionne aussi. Aujourd'hui, elle vit en Haute-Provence, loin de la capitale. Tous les moyens d'expression continuent de l'intéresser. Elle n'a jamais cherché à atteindre le grand public, elle est peu connue, et pourtant le nom qu'elle porte est sur toutes les lèvres. D'André Mauroy à Francis Carco, de Philippe Soupeau à Armand Lanoux, l'intérêt pour son œuvre est tel que Lanoux lui conseille « Quittez tout, enfermez-vous avec ce que vous créez, ne faites plus que ça ». Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Moi, je travaille, puis voilà. Je travaille dans un état de joie et de plénitude, souvent de plénitude. Et je dois dire une chose, c'est que quand j'ai fait une longue période de travaux difficiles, parce qu'il y a des moments très difficiles, et d'angoisse, mais que j'ai passé un long moment, tout d'un coup, je travaille pour ainsi dire en état second. C'est-à-dire que tout ce que je pose sur la toile ou sur le papier, ça n'est absolument pas réfléchi, c'est instinctif et c'est bon. Pourquoi signez-vous Mitterrand? Ah, parce que je m'appelle Mitterrand et que je suis Mitterrand depuis fort longtemps. J'ai toujours été Mitterrand. Et je crée sous mon nom. Voilà, j'ai été mariée. Bon, eh bien, d'accord, mon mari est pour quelque chose dans mon existence, dans ma vie propre, mais pas dans ce que je crée. Ça n'a rien à voir avec le François Mitterrand à l'Élysée, le 10 mai? Ça n'a aucun rapport, parce qu'il y a fort longtemps, et bien avant même que mon frère fasse de la politique, enfin entre dans ce secteur d'une façon réelle, vivante et publique. Il y avait déjà fort longtemps que je travaillais. Grâce à vos dons de peintre et de dessinatrice, vous êtes un peu la mémoire de la famille Mitterrand. Oui, c'est vrai. Je possède des dessins très qui peuvent amuser, qui m'amusent moi-même en tout cas. J'ai toujours peint, n'est-ce pas? Comme j'ai toujours écrit. Alors, les silhouettes de mes frères et sœurs, c'était la première chose à faire. Le visage de ma mère, le visage de mes grands-parents, les maisons que nous avons habitées. Dites-moi, c'est lui, là-bas?
Oui, c'est François. Oui, mais c'est François il y a longtemps, c'est-à-dire c'est François à la veille de la guerre. Voilà. Il était jeune et moi aussi. Et je l'ai fait instinctivement, je l'ai fait sans réfléchir, je l'ai fait. Il s'est assis quelques instants devant moi, je l'ai fait. D'ailleurs, les personnes pour lesquelles je fais des portraits n'ont pas besoin de poser beaucoup. Vous êtes très proche de lui? Ah oui, je suis proche. Je suis souvent loin physiquement, mais je ne le suis absolument pas mentalement, spirituellement, à tout point de vue. Il ne faut pas oublier que je suis la seconde de la famille, la seconde des filles, la seconde de la famille, et lui est le second des garçons. Oui, je suis la seconde des filles, et lui le second des garçons. Ça peut être un rapport, je sais pas. Je ne le vois pas souvent parce que je monte à Paris de temps en temps, mais nous avons des contacts absolus quand nous nous rencontrons. Nous n'avons pas besoin de parler longtemps pour nous comprendre. J'ai l'impression d'une correspondance sans aucune présence, sans rien. La présence est quand même là. Et je dois dire que la force de la pensée, j'y ai toujours cru. Oui, une correspondance et aussi une grande ressemblance. Et puis un dimanche ne serait pas complet sans le tiercé à Vincennes aujourd'hui, en l'absence de Romo Goldèche, c'est Cohol qui l'a emporté. Cohol, le 19 devant le 18 et le 3, Pierrette Bresse. Pierrette. À la sortie du dernier tournant, Katuska de Mai, le numéro 3, est accompagné de l'Erkissa. Mais regardez bien à l'extérieur, un cheval remonte très vite au premier rang. C'est l'Insee, la casaque verte. Il va prendre le commandement dès l'entrée de la ligne droite. À ses côtés, l'Erkissa et Katuska de Mai luttent pour maintenir leur avantage, suivi de Leham. Mais Cohol, casaque noire, toque rose, qui lance son attaque à l'extérieur, bat l'Insee et Katuska de Mai sur le poteau. Arrivée du tiercé 19-18-3, qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 21 017 francs, et dans un ordre différent toujours pour 5 francs, 2950 francs. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la météo et les prévisions pour demain. Alain Gillot-Pétrel. C'est le même temps qu'aujourd'hui. Demain, il fera un temps incroyable, mais doux. Vous allez voir notre carte qui va vous montrer que, comme vous l'annonçait Laurent, la situation ne change pas. En effet, sur l'extrême est du pays, demain, toujours du soleil après dissipation des brouillards givrants et un temps toujours froid. Sur le reste de la France, c'est un temps variable avec de belles éclaircies l'après-midi après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Tout de même davantage de nuages sur la Méditerranée et encore quelques ondées, mais ces nuages et ces ondées auront tendance à partir vers l'Italie. Et puis en fin de journée, arriver sur l'extrême ouest du pays d'une zone nuageuse qui sera suivie de pluie, mais après-demain. Donc pour demain, c'est encore un temps très agréable. Et doux, voici les températures, ce sont les mêmes que celles d'aujourd'hui, toujours froid dans le nord-est, -9, -1, mais ailleurs, c'est doux le matin, c'est doux l'après-midi. Pour terminer rapidement notre agenda, demain lundi 18 janvier, les heures du soleil, levé 8h38, couché 17h24 et la fête des Prisca. Voilà, comme promis maintenant, le point sur les partiels. Vous savez qu'Alain Perfit a déjà été élu, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a 10 minutes. Alors, en province, autre résultat, Chalon-sur-Marne, Jean-Louis Le Senne. Oui, nous n'avons encore que des résultats partiels. Cette fois-ci, 155 communes sur les 202 que compte la circonscription. Eh bien, Bruno Bourbroc, RPR, maintient son avance, 53,70% des voix, face à Madame Chépy-Léger, qui a, elle, 41,13% des voix. Vous voyez, M. Bourbroc maintient son avance pour l'instant. Cela dit, reste la ville de Chalon à décompter, j'imagine. Exactement. Bernard Pradino, à l'Hôtel de Ville, vous avez des détails sur les 2 élections parisiennes? Non, pas de détails pour l'instant. Je pense qu'on peut tout de suite faire un premier commentaire, Paul Amar. Il est évident que l'opposition marque des points, apparemment, là, en tout cas. Oui, elle marque des points, du moins en province. C'est encore trop tôt. En province, autre résultat, Chalon-sur-Marne, Jean-Louis Le Senne. Oui, nous n'avons encore que des résultats partiels. Cette fois-ci, 155 communes sur les 202 que compte la circonscription. Eh bien, Bruno Bourbroc, RPR, maintient son avance, 53,70% des voix, face à Madame Chépy-Léger, qui a, elle, 41,13% des voix. Vous voyez, M. Bourbroc maintient son avance pour l'instant. Cela dit, reste la ville de Chalon à décompter, j'imagine. Exactement. Bernard Pradino, à l'Hôtel de Ville, vous avez des détails sur les 2 élections parisiennes? Non, pas de détails pour l'instant. Je pense qu'on peut tout de suite faire un premier commentaire, Paul Amar. Il est évident que l'opposition marque des points, apparemment, là, en tout cas. Oui, elle marque des points, du moins en province. C'est encore trop tôt pour analyser les résultats à Paris. Les bureaux ont été fermés à 20h, vous l'avez dit. Alors en revanche, pour la province, et notamment pour la Seine-et-Marne, avec la
la victoire d'Alain Peyrefitte, on peut noter plusieurs choses. D'abord, une très forte abstention, et dans les 4 circonscriptions, moins 10 points par rapport au premier tour de juin 81, par rapport au 14 juin, c'est important. Donc on sent à travers, si vous voulez, cette très forte abstention, le fait que les électeurs ne se sont pas sentis mobilisés par ces 4 partiels, malgré une campagne très intense menée et par les candidats locaux et par les chefs de parti. On peut aussi noter une démobilisation plus forte au sein de la majorité, entre le PS donc et le PC, que dans l'opposition. Alors l'exemple de la Seine-et-Marne et celui de la Marne est assez éloquent. La gauche avait obtenu en juin 81 plus de 50% des voix, compte tenu des voix PS, PC et divers gauche. Elle n'obtient aujourd'hui que 41%. L'exemple de la Marne est aussi révélateur. La gauche avait obtenu en 81 plus de 51% des voix. Aujourd'hui, la tendance est à 40%. Donc on manquait sans doute aux candidats socialistes les voix communistes et les voix divers gauche. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de candidats communistes dans ces 4 circonscriptions, mais apparemment les électeurs communistes ont manqué donc aux candidats socialistes. En revanche, les rivalités se semble-t-il oubliées entre le RPR et l'UDF. Voilà les indications qu'on peut tirer donc de ces 4 votes, mais encore une fois, pas de conclusion hâtive, il est trop tôt. D'accord, ces conclusions elles viendront à 21h30 dans le prochain flash que vous présentera Philippe Arroir sur les résultats de ces partiels, et puis on se retrouvera également à 23h15 dans le journal d'Hervé Claude. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous rappelle l'élection d'Alain Peyrefitte. Demain, la semaine Ockrent, Christine Ockrent à 20h. Bonsoir à tous.